Alors, Amélia, cette semaine, on recevait le papa de ton ami. Oui. On recevait Raja Oui. qui est un dentiste Oui, depuis 27 ans, 28 ans, il a dit. quand même. Il a l'air d'une petite jeunesse, là, Une avec. petite jeunesse vieille Mais bien. ouais, Ouais. ouais. Fait que c'est un dentiste qui a sa propre clinique à Montréal Mhm. et qui nous explique le parcours en fait, un parcours typique et atypique parce qu'il n'a pas été accepté dès sa première demande d'admission, Ouais. mais qu'il n'a pas lâché, puis qu'au final, il l'a eu. Oui. Fait que Moi, ça m'a donné envie d'aller le voir comme en tant que dentiste. Il a l'air 100%, tellement bon. je sais. Il a l'air tellement bon, puis il est tellement fin, puis il est tellement Mhm. intéressant. Ouais, C'est comme... Je pensais pas en apprendre autant. moi non plus. de... Je pensais pas être intéressée Ouais, autant. exact. Ouais. C'est vraiment intéressant, C'est finalement. vraiment, Parce vraiment que les intéressant. pauvres dentistes, ils ont une mauvaise réputation. Les gens Mhm. n'aiment pas aller au dentiste parce que c'est vrai que ça fait mal des fois, surtout quand tu as des caries. Ouais. Puis ils te font toujours un petit peu la morale, genre, passe-toi la soie dentaire. Il nous l'a dit, c'est dans le podcast. C'est pas important, guys. Passez la soie Mais tu sais, dentaire. j'étais un petit peu gênée. J'étais comme, est-ce que ma bouche est... Ouais. Parce que je sais qu'ils regardent les dents tout Il le temps. regarde toujours les dents. Ouais. Tout le temps. C'est comme Maman, il eux. me l'a dit, maman. En Ouais. arrivant chez eux pour la première fois, il m'a dit ils ont fait une belle job. J'ai dit thanks, maman. Ça va coûter assez cher. Oui. T'as besoin d'une bonne job. En tout cas, bref. On vous souhaite Un très beau podcast. un beau podcast. Bonne écoute. Bonne dent. Bonne dent. Allô, Raja, comment ça va? Ça va très bien, allô? Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on reçoit Raja au podcast qui est dentiste, chirurgien généraliste. C'est ça. Hey, wow. Merci. Fait que là, elle a vraiment appris, on dirait. Ben oui. Dans le fond, tous les dentistes sont des chirurgiens dentistes. Quand tu gradues, tu es chirurgien dentiste parce Ok. que tu fais de la chirurgie, tu fais des extractions dentaires et de la chirurgie minimale. Donc, ce sont Ah, des mais dent- déjà, je savais pas ça. Ouais. Moi Je non plus, savais je pas. savais pas. Non. Donc, quand on gradue, disons, de l'Université de Montréal Ouais. ou de Laval, on est DMD, donc doctorat en médecine dentaire, Mhm. et on est des chirurgiens dentistes. Et si on gradue de McGill, c'est dental surgeon. Donc, OK. parce Mais qu'on fait de c'est-tu la le chirurgie. même l'équivalent? ou C'est la juste- même chose, OK. c'est la même chose, OK. ouais. Ah, ben tu vois, je savais pas. Moi non plus, je savais pas. On apprend déjà des choses. On apprend déjà des choses. Ça commence bien. Ça commence très bien. Donc, tu disais tantôt, c'était hors caméra, mais que ça fait 27 ans que tu fais ça. Ah oui. Donc, est-ce que tu savais depuis toujours? Non. Non. Au fond, moi, mon parcours, au début, je savais que je voulais aller dans le domaine de la santé. Et je pensais être plus intéressé par la pharmacie, d'être pharmacien au début. Et alors, c'était ça. Éventuellement, j'ai changé pour la médecine dentaire. Il y a mon frère qui est dentiste aussi. Ah, Alors, c'est sûr Dans que... la famille. Dans la famille. grand et- frère. mon grand frère. Ok. Donc, éventuellement, je l'ai vu et ça m'a comme facilité mon choix éventuellement. Donc, d'avoir ce contact. Ouais. OK. Puis, tu as eu un parcours qui diverge un petit peu parce que tu as fait ton secondaire ici, Moi, j'ai fait Au mon Liban secondaire. Non, mon aussi. primaire, je l'ai fait. Je suis né au Liban. au Liban. Et on a immigré en 1984. Donc, je suis arrivé ici direct pour le secondaire 1. Donc, j'ai fait mon secondaire ici. un bon timing, hein? Juste Ouais. comme un... Direct. Ouais. Oui, exactement. Exactement. Donc, Ta mère, elle avait fait ça. Ouais. Donc, je suis arrivé, j'ai fait mon secondaire, donc tout mon secondaire à l'école Pierre-Laporte, donc c'est une école publique. Oui. connais bien. Ouais, donc j'ai fait ça 5 ans là-bas. Donc après ça, j'étais au cégep Bois de Boulogne, donc au public aussi. Moi, tout mon parcours était toujours public, du début jusqu'à la fin. Est-ce que, c'est peut-être pas super relevant dans le sens que je sais pas si les programmes ont beaucoup changé depuis. Pas beaucoup, non. J'imagine que tu as fait tous tes cours de sciences, plutôt pour rentrer en médecine, c'est des préalables à avoir. Oui, c'est au cégep, parce Au que le cégep, secondaire, oui, c'était exact. le Ouais. secondaire régulier. Il y avait pas maintenant, je pense qu'il y a des branches différentes au Il y a cégep. des trucs avancés, là, ouais. au secondaire. Ouais. Non, il n'y avait pas ça.
Donc, une fois que je suis rentré au cégep, c'était, dans le temps, on appelait ça la science de la santé. Maintenant, je pense que ça a changé. Nature. Ouais. Science nat, Science nature. Ouais. Donc, en science de la santé, on devait faire des cours de biologie, chimie, physique. Tu n'avais pas de problème, tu étais bon là-dedans, toi? Non, j'étais pas bon en dessous. Ok, j'étais bon, mais je n'aimais pas tout. OK. Donc, la chimie et les mathématiques, j'avais beaucoup de difficultés. Donc, pour réussir, je devais travailler très fort. C'était pas quelque chose que j'aimais. Donc, je savais que je pouvais pas avoir un domaine dans la chimie ou biochimie. Et c'est pour ça que quand je disais qu'au début, je pensais aller en pharmacie, la pharmacie a beaucoup de biochimie, des médicaments, tout ça. Fait que t'as changé, c'était comme, pas pour moi, ça. Ouais, effectivement. Il y en a aussi dans ton métier, là, oui, mais beaucoup moins. La médecine dentaire est beaucoup plus la biologie. Donc, il faut être bon en biologie. Et il n'y a pas de maths du tout, pas de mathématiques du tout. Et ça j'avais compter les dents. Il y en a 32. 32 adultes, 20 enfants. Donc, ça inclut les dents de sagesse qu'on enlève ou oui, pas? 32 avec les dents de sagesse. 32 moins 4, 23. Donc, c'est pas très compliqué à calculer. Si on ne sait pas compter jusqu'à 32, il y a un petit problème, là. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, effectivement, le fait que j'étais pas bon c'est pas que j'étais pas bon, mais que je n'aimais pas les mathématiques et que c'était une difficulté pour moi. Donc, ça a éliminé pour moi tout le choix d'ingénieur, comptable, donc tout ce domaine des finances, c'était quelque chose qui m'intéressait moins. Ouais. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Je déteste tout ça. Mais ça t'a quand même bien réussi malgré tout. Oui, j'avais de bonnes notes. Ouais. En travaillant très fort. En travaillant très fort. Donc, à ce moment-là, c'était-tu autant contingenté de rentrer dans ce domaine-là? À l'université, t'es allé où à l'université? Moi, j'étais à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, OK. Alors, c'est ça, c'est-tu contingenté, rentrer en médecine dentaire? C'est très contingenté, rentrer en médecine dentaire. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Okay. Mais c'est considéré dans la médecine? Alors, c'est une branche de la médecine, mais c'est une branche à part. Okay. Ça veut dire que quand on fait une demande en médecine dentaire, c'est une demande directe en médecine dentaire. On ne fait pas une demande en médecine pour passer en médecine dentaire comme dans d'autres pays. Donc ici, c'est vraiment à part. Il n'y a pas de tronc commun au début à faire comme le pré-med puis pré-médecine. Il y a un pré-dentaire. Oui, actuellement. Moi, mon temps, c'était pas comme ça. Donc, moi, quand je l'ai fait, du cégep, si on avait assez de bonnes notes, on pouvait rentrer direct en médecine dentaire. Et si on ne rentre pas, il fallait aller faire un autre bac quelque part dans autre chose. Et c'était ça mon parcours, parce que moi, j'avais de bonnes notes au cégep. Mais c'était malheureusement pas assez bon pour pouvoir rentrer en médecine dentaire. C'était parce que c'était quand même assez contingenté. Et j'ai dû aller à l'université je me suis inscrit dans un baccalauréat en biologie, en sciences biologiques. OK. Ouais, donc, j'ai pas terminé. Un an? Non, j'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans. Okay. J'imagine que tu appliquais genre à chaque année pour... Ouais. Puis là, ils considèrent, c'est ça, parce que là, ils regardent, OK, t'es à l'université déjà, t'as des bonnes notes, puis éventuellement... je me demande, est-ce qu'ils privilégient l'université versus quelqu'un qui arrive du cégep à ce moment-là? Quand j'ai déjà... moi, c'est plus comme les amis genre médecine, là, mais la plupart du temps, ils vont dans quelque chose un peu semblable. Ouais. Puis quand tu es directement déjà dans la... pas nécessairement dans la faculté, là, mais dans l'université. Dans l'université, c'est plus facile après ça. Plus facile. Mais parce qu'il y a des places spécifiques pour ceux qui viennent de l'université et ceux qui viennent du cégep. C'est des quotas à remplir, genre? Oui, mais ceux qui viennent du cégep, eux, ils ont la pre-med, l'année préparatoire. Et donc, c'est une année préparatoire. Ensuite, c'est 4 ans. Et si tu rentres avec un bac ça c'est actuellement, si tu rentres avec un bac de l'université, tu as 4 ans seulement, donc tu n'as pas l'année préparatoire. Seulement? C'est pas seulement. C'est long. 4 ans d'université. Oui, mais c'est 4 ans après avoir fait 3 ans un bac. Ouais. Donc, on finit par faire 7 ans. Et tes 2 ans en biologie, est-ce que tu as aimé ça? C'était quoi, Moi, en fait? J'étais très bon en biologie. J'aimais beaucoup la biologie. Et si j'ai aimé ça,
pour moi, la biologie était, je savais que c'était un passage. Ouais. Et donc, pour ceux qui font la biologie, parce que j'avais mon but. Moi, mon but n'était pas pour être biologiste et vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont dans le domaine de la biologie parce qu'ils font du très beau travail dans la recherche et autres. Mais moi, c'était pas pour moi. Donc, moi, j'étais là, je savais que je voulais faire autre chose. Et quand je suis rentré en biologie, je savais que je voulais aller en médecine dentaire ou en pharmacie. Donc, j'avais pas éliminé la pharmacie encore. Parce que pharmacie aussi, c'est pas dans le programme de médecine, c'est un programme à part. Complètement à part. Okay. C'est la pharmacie, c'est la faculté de pharmacie. Est-ce que tu appliquais dans les deux à ce moment-là? J'appliquais dans les deux, oui. Puis finalement, le département de la médecine dentaire m'ont accepté. Au fond, comment ça s'est passé? Moi, après le cégep, j'ai fait mes demandes dans les deux. Et j'ai fait un troisième choix parce qu'on avait droit à 3 choix. Ouais. C'est encore comme ça. Oui, c'est encore comme ça. Mais dans le temps, là, c'est sûr, j'ai les revues là maintenant. mais pas la revue du tout, moi, je trouve. Donc, on pouvait faire les 3 et on pouvait être accepté aux 3 et nous, on choisissait après. Maintenant, je pense que c'est éliminatoire qu'on a accepté dans le premier. Dès que tu mets ton premier choix. Si tu as accepté, ça élimine. Exact, et puis ils vont t'éliminer. Donc, avant, on faisait 3 demandes et il n'y avait pas vraiment de premier, deuxième, troisième. Donc, on faisait 3. Donc, j'avais fait pharmacie, médecine dentaire et juste pour mettre un troisième choix parce que je ne savais pas quoi faire, j'ai mis droit. Donc, mais c'est quand même différent. Complètement différent. J'ai dit si ça ne fonctionne pas en sciences, j'irai en droit. Donc, j'ai été accepté en droit, mais pas accepté ni en médecine dentaire ni en pharmacie. Ça, c'est du cégep. OK. Après ma première année de biologie, j'ai refait les mêmes 3. J'ai été accepté en droit. J'avais d'assez bonnes notes pour rentrer en droit, mais pas encore Et c'est encore plus difficile de rentrer en médecine dentaire médecine dentaire et pharmacie, que le droit. Parce que le droit aussi, c'est assez contingenté. Le droit, c'est très contingenté, mais il y a moins de processus éliminatoires. C'est-à-dire, il y a moins d'examens, il y a moins d'entrevues. On est accepté, c'était fini. En médecine dentaire et en pharmacie, il y avait, pour la médecine dentaire, au cégep, il y avait un examen de sculpture de craie. Maintenant, c'est devenu de la sculpture de savon, donc ça existe encore. Sculpture de savon. Donc, on a un savon en forme de craie, vous savez, les craies des professeurs, là, cylindre, comme un cylindre. Et il y avait de la sculpture à faire. C'est vrai parce qu'on pense pas à ça, on pense que c'est très dans la tête, blablabla, mais il faut que tu sois extrêmement manuel. Oui, dextérité est très importante. Donc, il y avait cet examen qu'on faisait au cégep. C'est un examen éliminatoire. Tu passes ou tu échoues. Donc, il n'y a pas de notes. Mais là, moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu t'es pratiqué? Je me suis pratiqué beaucoup. C'est ça? Oui, parce que, à l'époque, puis, tu sais, on s'entend 27 ans, là, ish, là, mais on apprenait, tu sais, aujourd'hui, tu peux trouver tout sur YouTube pour savoir comment faire ça. Là, qu'est-ce que tu as fait pour savoir comment je vais faire? Je pense que j'ai commandé comme 30 craies. Juste pratiquer. Et il y avait un manuel d'exercices de sculpture. Au fond, la sculpture c'était des angles droits. Il fallait faire des sculpter à l'intérieur de la craie. Et la craie ne doit pas casser. Parce que si la craie casse, on échoue. Et on ne passe le client meurt. C'est un processus éliminatoire. Donc, pour savoir vraiment si tu as un minimum de dextérité. Donc, il y avait ça qu'on devait faire. Si tu l'as réussi, c'est fini. Donc, tu peux faire ta demande. Et quand tu fais ta demande, c'est des examens que maintenant, ils n'existent plus. Il y avait un examen de biologie, un examen de chimie et de physique qu'on devait aussi réussir. La note n'était pas importante, il devait juste réussir. Et il y avait un examen de logique. Donc, des exercices de logique où on devait répondre rapidement sous pression de temps. Donc, un raisonnement de logique rapide. Maintenant, tout ça a été éliminé et c'est rendu un seul examen. Donc, il y a encore l'examen de la craie, mais qui est devenu, on taille un savon. Donc, c'est sensiblement la même chose. Et il y a un examen qui s'appelle le Casper. Donc, c'est un examen. Le fameux Casper. Parce qu'on a reçu une étudiante en médecine. Puis, c'est incroyable le nombre de gens qui cherchent, je crois, le test des trucs pour le Casper. Parce que c'est un des sujets qu'on a eu le plus de questions. Par rapport au Casper. Donc, moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait quelque chose de similaire. C'est un test de logique, au final, le Casper sous pression aussi. C'est un test de logique et sous pression, mais c'est un test d'éthique. Donc, ils te mettent le Casper, tu te mets dans des situations de décision éthique.
quelle décision je prends. Je l'ai pas fait, mais j'ai vu un peu c'était quoi. Donc, ils mettent des situations de si on est dans une situation de face à deux caries. Non, parce que c'est général. C'est général. Face à deux caries, on répare ou on répare. C'est ça. Laquelle qu'on fait en premier, c'est ça. Ben, ça, c'est facile. Ouais. Ça, c'est facile à décider. Il y a une logique certaine dans ça, j'imagine. Ouais. Donc, il y a ça. Et donc, nous, on avait quelque chose de similaire. Et après, la deuxième année, ben là, j'ai eu des demandes d'entrevues. Donc, j'étais accepté pour les entrevues pour la pharmacie et la médecine dentaire. Parce qu'après avoir fait, évidemment, le test de la craie, oui. Ensuite, il y avait les tests logiques. Oui. Il y a des entrevues par après. Il y a des entrevues qui ont été éliminées actuellement. OK. Donc, il n'existe plus les entrevues. Et le bac de médecine dentaire, est-ce que c'est 3 ans ou c'est 4 ans? C'était 4 ans, maintenant c'est 5 ans et c'est un doctorat. Donc, on fait 90 crédits. Donc, non, c'est beaucoup plus. C'est 3 ans. 90, c'est 3 ans, donc c'est 4 ans. Ouais. OK, parfait. Ouais. C'est rendu 5 ans. Maintenant, c'est 5 ans avec la... Ouais. Wow, OK. Ouais. C'est long. Ouais. C'est long, faut être patient. Ouais. C'est le même, c'est pas comme... OK, là, parce que ça, c'est dentiste, parce qu'il y a plusieurs sortes de dentistes. Oui, quand on finit, on est chirurgien-dentiste. Ça, donc, c'est pour le 5 ans, c'est le... Ça, c'est puis là, il y a des spécialités. Il y a des spécialités. Genre orthodontiste, est-ce que ça, c'est des années de plus? Ça, c'est des années de plus. Okay. Donc, quand on finit, on est chirurgien-dentiste, donc c'est ce qu'on appelle les dentistes généralistes. Ouais. Donc, on peut exercer la médecine dentaire, donc on peut faire tout. Donc, réparer des caries, la prévention, les nettoyages, faire des traitements de gencives, faire des traitements de canaux, donc dévitaliser des dents, chirurgie, je ne sais pas si je le dis, on peut faire tout. Donc, on est dentiste généraliste, les enfants, les adultes. Alors, une fois qu'on a terminé, on peut travailler automatiquement en tant que dentiste. Mais si on veut, on peut se spécialiser. Donc, si on veut, moi, je ne me suis pas spécialisé. Moi, j'ai fini, je travaillais direct en tant que dentiste généraliste. Okay. Mais on peut se spécialiser. Donc, il y a la spécialité d'endodontiste. Donc, c'est ceux qui font juste des traitements de canaux, donc les traitements de canaux plus complexes et les chirurgies reliées au traitement de canaux, quand il y a des infections dentaires. Okay. On peut devenir... Donc, je prends c'est 2 ou 3 ans de plus. L'orthodontie, donc c'est redresser les dents quand on a les dents qui sont ça on connaît. On connaît bien. Dans la famille, on connaît bien. Oui. Vous avez investi assez dans ça. Donc l'orthodontie, donc ça c'est aussi 2 ou 3 ans de spécialité. OK, fait qu'à la base, c'est des dentistes, c'est des gens qui étaient dentistes. On gradue dentiste, on fait tout et après on se spécialise de plus. Okay. Il y a chirurgien maxillofacial, donc ce sont les spécialistes de la chirurgie, donc c'est eux qui vont faire les extractions de dents de sagesse plus complexes, les implants complexes, et c'est eux qui vont reconstruire les mâchoires. Un accident de voiture, par exemple. Des accidentés, ils vont travailler souvent dans les hôpitaux et en clinique privée. Donc, ça, c'est de la chirurgie. Donc ça, quand ils graduent, c'est 5 ans de plus. Ouais. Donc, quand ils graduent, ils sont médecins et dentistes en même temps. Wow. Ouais. Il y a la médecine buccale, donc c'est des spécialistes des lésions et des problèmes reliés général à la bouche, les cancers, les syndromes, donc les maladies qu'on ne connaît pas ou qui sont plus rares. Il y en a plusieurs. Il y a dentisterie communautaire, ceux qui travaillent dans le communautaire, donc ça c'est 2 ans. En spécialité. Il y a plusieurs spécialités, mais quand on gradue dans notre spécialité, on ne fait que la spécialité. On peut plus faire, même s'ils savent faire tout le reste, ils peuvent plus exercer tout le reste. Donc, ils doivent faire juste ce qu'ils ont fait. Juste la spécialité, ouais. Donc, c'est comme ça. Ouais. Okay, qu'un dentiste ne pourrait pas dire, OK, moi, là, tu as besoin de broche. Ah non, OK, là. Lui qui a fait l'orthodontiste va devoir faire de l'orthodontie. Juste de l'orthodontie. 100%. Non, il est capable de réparer une carie. Donc, si je lui donc moi, quand j'ai des cas complexes d'orthodontie, je vais référer chez un orthodontiste pour qu'il fasse redresser ses dents. Ouais. Et si durant le processus du redressement, le patient a une carie, l'orthodontiste peut très bien la réparer, mais il ne va pas la réparer, il va me l'envoyer. C'est pas qu'il n'a pas le droit, mais ce ne serait pas éthique de le faire parce que ce n'est plus sa spécialité, c'est redresser. C'est plus ça qu'il fait. Et je ne pense même pas qu'ils ont encore
ils ont probablement l'équipement, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ce serait un peu mal vu de toute façon. Mettons, à ta clinique, tu fais du Invisalign. Oui, donc le Invisalign... Ça tombe un peu entre les deux, hein? C'est que quand on gradue, quand on est en médecine dentaire, quand on est dentiste généraliste, on peut tout faire. OK. Donc, moi, je peux faire de l'orthodontie. Donc, le Invisalign, c'est un processus de redressement de dents avec les coquilles transparentes. Donc, c'est assisté par des orthodontistes de la compagnie qui vont nous aider à nous guider. C'est sûr que j'ai pris des cours d'orthodontisme, mais je ne me prétends pas d'être orthodontiste. Alors, des cas complexes, je ne vais pas les faire. Donc, je connais mes limites. Et c'est ça, quand on fait de la dentisterie, on peut faire tout, mais il faut connaître ses limites parce qu'il faut toujours penser au bien du patient. Est-ce que je vais bien le servir? Il ne faut jamais causer du mal. Donc, si je pense que ce cas est trop complexe, il y a des spécialistes qui sont là pour ça. Donc, c'est ça dans tout. Donc, dans les traitements de canaux, disons, dévitaliser une dent, si je peux faire ça. Mais si le cas est très complexe, il y a des spécialistes qui vont rendre un meilleur service aux patients. Donc, ils ont des techniques poussées, puis comprennent des cas complexes, puis ils sont habitués de dealer avec ça. Ils ne font que ça. Ça fait du sens. Donc, c'est ça. C'est pour ça que quand on va chez le dentiste, on va tout faire, mais des fois, pas des fois, mais souvent, on va référer des cas parce qu'on pense toujours au bien du patient. Mais ça fait une carrière quand même différente à ce moment-là parce que en tant que dentiste généraliste, tu peux toucher à plus de choses différentes dans ta journée. Oui, définitivement. Versus quelqu'un qui fait juste des broches. C'est comme une machine, là. C'est toujours la même chose. C'est des cas différents aussi à chaque fois. C'est des cas différents, mais tu es toujours dans le même domaine. Oui, exact. Le doctorat a dû changer au cours des années un petit peu. Je voulais juste savoir, admettons, toi, le ratio entre... est-ce que, admettons, tes premières années, c'est-tu beaucoup plus du théorique, puis après ça, c'est plus comme de pratique, dextérité? Ça a l'air de quoi, les stages même? Oui, stages, mais c'est tout à l'université. Okay. Donc, la première année, c'est disons, quelqu'un qui rentre maintenant du cégep. La première année, c'est une année préparatoire. Donc, c'est des cours de médecine générale, le corps humain en général, et des cours un peu de biochimie et de biologie, et de la base de la médecine dentaire, mais c'est théorique à 100%. La deuxième année, c'est presque théorique et on commence à faire de la clinique qu'on appelle. Donc, c'est des stages, en guillemets. Donc, on va avoir des patients, mais au début, on va commencer avec des affaires plus simples comme des nettoyages. Fait qu'il y a vraiment des gens qui vont à l'université puis se font nettoyer par des dents par des apprentis. Par des étudiants, définitivement. Parce que, genre, je ne savais pas, là, mais même dans ta facture d'université, tu as des assurances dentaires. Puis ils m'ont dit, tu peux aller voir les médecins de l'université, les dentistes, tout pour te faire des nettoyages. Oui, donc à l'université, la clinique de l'université donc à Montréal, donc il y a la clinique de McGill et de l'université de Montréal, cherche des patients qui désirent se faire traiter à coût moindre. Donc c'est moins cher c'est moins que 50% du tarif, mais par des étudiants. Donc et ce sont il y a des étudiants qui vont aller se faire traiter, des étudiants d'autres facultés. C'est supervisé par le professeur. C'est supervisé par le professeur. Donc on a donc c'est un étudiant qui va faire au début, ça commence par des nettoyages et après il y a des caries, il y a de la chirurgie, donc c'est toujours supervisé par des professeurs. Donc c'est un étudiant qui le fait. Et c'est sûr qu'il faut avoir le temps parce que traiter une dent, c'est un rendez-vous de 3 heures. Parce que la personne est en apprentissage. C'est un apprentissage, effectivement. Puis quand on sort donc avec ton doctorat, est-ce que la façon pour aller chercher un emploi, est-ce que les gens vont chercher est-ce qu'ils vont aller appliquer dans des bureaux de dentistes? Oui. Puis est-ce que c'est comme les médecins? Est-ce que c'est beaucoup des travailleurs indépendants? Quand tu dis indépendant, tu veux dire en termes de... Oui, c'est comme ils travaillent à leur compte, les médecins. Oui, quand on gradue, on est travailleur autonome. Donc, premièrement, maintenant, quelqu'un qui va à médecine dentaire, il y a un manque de dentistes. Donc, il y a un grand besoin de dentistes. Effectivement, au point où il y a des programmes de chercher des dentistes de l'extérieur, de la France, pour pouvoir venir travailler ici.
Donc, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de place. C'est quoi qui explique ça? C'est-tu parce qu'il y a moins de gens qui vont dans ce domaine-là aujourd'hui? Ou Non, c'est toujours le même. Mais il y a du monde qui peut. C'est pas assez. Il n'y a pas assez qui sortent à chaque année pour répondre aux besoins. Qui finissent leur doctorat et tout. Il y a, je pense, environ 80 étudiants qui sortent par année de l'Université de Montréal et peut-être une quarantaine de. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et il y a ceux qui prennent leur retraite, mais la population. Grandit et elle est plus sensibilisée, c'est-à-dire il y a beaucoup de monde qui prennent soin d'eux. Ouais, c'est vrai, avant les gens y allaient pas. Donc il y a de la place. Donc quand quelqu'un sort de l'université, en général, il va faire des demandes à des bureaux. C'est sûr qu'on peut travailler à l'hôpital ou on peut faire des résidences à l'hôpital et tout ça. Mais en général, la majorité vont travailler dans des bureaux. Mais à l'hôpital, il y a des dentistes à l'hôpital? Oui, il y a quelques hôpitaux, il y a des cliniques dentaires où ils vont aller faire une résidence, donc 1 ou 2 ans de pratique supplémentaire pour traiter des patients dans les hôpitaux. C'est de la dentisterie. Et pourquoi quelqu'un irait à un dentiste à l'hôpital versus dans une clinique? L'hôpital, c'est plus des cas genre... Plus lourd, c'est beaucoup plus d'expérience. Surtout dans la chirurgie. C'est pas de la maintenance, là. C'est pas le petit examen. Non, ça fait ton nettoyage à l'hôpital. Mais il y a les départements d'oncologie, c'est-à-dire le département de cancer, parce que dans les hôpitaux, disons, quelqu'un qui a un cancer de la bouche ou un cancer du visage, il doit se faire traiter toutes les dents avant de faire sa chimiothérapie. Donc, il y a des cliniques dentaires pour ça. Pour les enfants aussi à Sainte-Justine. Donc, il y a un besoin dans les hôpitaux de faire ça. On entend moins parler. On entend moins parce que c'est vraiment... c'est-à-dire, on ne va pas, nous, aller à l'hôpital se faire traiter pour les dents. Donc, non. C'est pas le réflexe. C'est ça. Mais nous ne prendrons même pas. Non. Donc, quand on sort, on peut travailler, on va en général travailler dans des bureaux. Donc, c'est sûr qu'un dentiste peut sortir et dire j'ouvre ma clinique dentaire ou j'achète une clinique dentaire. Toi, tu es allé travailler avant dans une clinique dentaire. Oui, j'ai travaillé dans 2 et j'étais un dentiste associé qu'on appelle. Donc, je travaille chez quelqu'un qui est propriétaire d'une clinique dentaire et on travaille comme associé, donc on travaille à pourcentage. Donc pour chaque acte que je fais, il y a un montant d'argent que le patient paye. Moi, j'ai un montant d'argent qui va à moi, le reste va à la clinique. Pour payer toutes les infrastructures. Et les frais des matériaux, les frais des employés. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est qu'on est dentiste associé à pourcentage. Donc, la majorité vont faire ça pour quelques années. Pour commencer. Il y a ceux qui aiment et qui restent toute leur vie comme ça. Et c'est très, très bon. Et ceux qui vont partir de leur propre clinique ou acheter une clinique déjà existante. Parce qu'il y a la clientèle qui est déjà là, qui vient avec, puis tout ça. Et il y a ceux qui vont aller se spécialiser. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est les trois avenues les plus communs. OK. Mais il y a une partie qui m'a intriguée, la partie plus esthétique, parce que, tu sais, on en voit beaucoup maintenant, là, c'est très populaire, les facettes, exemple. Ça, est-ce que ça fait partie, est-ce que c'est des dentistes à la base? Ça, c'est des dentistes à la base, parce qu'il n'y a pas de spécialité, au Québec, il n'y a pas vraiment de spécialité à l'esthétique. Donc, il y a des cours supplémentaires qu'on peut faire pour se perfectionner dans ça. Donc, c'est les dentistes généralistes qui vont le faire ou les prosthodontistes. Avec une formation ou les prosthodontistes. Donc, les prosthodontistes sont des spécialistes des facettes, des ponts, des couronnes sur implant, donc des cas beaucoup plus complexes. Donc, il y a une spécialité reliée à la prosthodontie. Donc, la prosthodontie, c'est toutes les fausses dents qu'on va mettre par-dessus nos dents, les couronnes, les ponts. Donc, c'est soit les prosthodontistes, soit les dentistes généralistes. Parce que ça, c'est complètement autre chose. Là, parce que là, on est rendu dans l'esthétique souvent, là, comme... Il y a des gens qui ont des dents parfaites, là, mais c'est juste que, parfaites, esthétiquement pas parfaites, mais fonctionnelles. Effectivement, et qui vont faire des traitements de facettes pour l'esthétique. Je pensais même pas que c'était légal au Québec. Parce que, non, c'est légal. C'est-à-dire, il faut toujours penser que quand on fait un traitement, peu importe si c'est curatif, c'est-à-dire si c'est réparer quelque chose ou dans le but esthétique, il faut toujours penser qu'on va améliorer le patient. Donc, on a toujours ça en arrière. Tu peux pas faire quelque chose pour nuire à sa santé. Donc, quand on fait du travail esthétique,
il faut toujours s'assurer que, parce que si on va venir mettre des facettes, on doit tailler un petit peu les dents. Ouais. Est-ce qu'on oui, met les gens des petites dents de requin. Oui, des fois, oui, des fois on doit tailler plus. Ouais. Donc on doit toujours penser, est-ce qu'on rend service ou on rend pas service? Parce que le problème esthétique est un problème aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas sourire, qui est gêné de son sourire, qui a des problèmes psychologiques associés à ça, c'est un problème. Donc, si on l'améliore et on améliore sa qualité de vie, pas juste dans le but de mastiquer, de manger, mais de son esthétique, ben on améliore son psychologique et on améliore sa vie. Donc, il faut toujours juger qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on on améliore ou non? Donc, c'est sûr que... Puis, à quelque part, quelqu'un pourrait dire, un dentiste pourrait dire, moi, je suis pas d'accord avec ce que vous voulez. Puis, je pense pas que ça va vous améliorer. Effectivement. Puis, refuser quand même. Effectivement. Des fois, les patients sont reconnaissants. Des fois, ils sont fâchés. Mais c'est correct. C'est-à-dire, c'est que, parce que c'est-à-dire, moi, si je ne suis pas convaincu que je rends un bon service, je ne vais pas le faire. Peu importe le montant qu'ils vont payer, parce que il y a des risques de problèmes. Donc, ça devient moins éthique aussi, probablement. Exactement. Donc, il n'y a pas d'intérêt de le faire. Alors, souvent, des patients vont venir et vont dire, OK, moi, mes dents ne sont pas droites, je veux faire des facettes. Donc, on va dire, OK, c'est possible. Des fois, c'est un bon choix. Des fois, c'est mieux de faire d'orthodontie avant, donc de faire Invisalign ou mettre des broches, redresser les dents. Et ça prend peut-être un peu plus de temps. Des fois, c'est moins cher. C'est-à-dire, il faut tout évaluer et voir avec le patient. Donc on s'assoit avec le patient, on voit qu'est-ce qui est mieux pour lui, selon son budget aussi. Parce que c'est des gros dollars, en effet. C'est des gros dollars, effectivement. Ouais. Puis, ça prend quoi pour les gens qui ça l'intéresse, qui écoutent ça en ce moment, là, des jeunes, puis disent, moi, je pense que j'aimerais ça dentiste. C'est quoi le type de personnalité? Est-ce qu'il y a un type de personnalité en particulier ou des traits de personnalité pour vraiment être heureux en tant que dentiste? Là, vraiment, genre, moi, je suis comme, tu sais, si t'es social ou t'es pas social, ou tu sais, ça prend des choses particulières. C'est sûr que oui, mais il y a tout type de dentistes. Vraiment, quand on regarde, au fond, au début, il y avait un peu ça l'entrevue, c'était pour vraiment choisir les bonnes personnalités qui étaient prêtes à, pas juste quelqu'un qui a de super bonnes notes, peu de personnalité. Ou qui est très bon avec ses mains, mais qui ne parle pas à personne. Qui parle pas. Parce que la dentisterie, tu as besoin de communiquer beaucoup. C'est un donc, tu dois avoir faire un lien de confiance. Exactement. C'est tout dans comment on parle, comment on explique. Être au niveau de son patient, au même niveau, on n'est pas plus élevé là. Donc, c'est vraiment être au même niveau, expliquer et convaincre ton patient qu'est-ce qui est le mieux pour lui et lui expliquer. Donc, c'est sûr qu'il faut être bon en communication. Il faut être bon, être à l'aise avec le public, être à l'aise avec le monde, être à l'aise à voir tout genre de personnes, tout genre de personnalités, tout genre de pas être dans santé. Le jugement non plus, que tu dois avoir des affaires. On voit de tout, mais il faut toujours aller avec qui est-ce que je suis pour juger les patients. Donc, il y a des patients des fois qui ont des bouches détruites, des caries majeures. Mais ils ont vécu quelque chose pour les amener à ça. Donc, effectivement, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Tout le monde est égal. Chacun a son histoire. Et il faut respecter ça et traiter chaque. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il faut être bon en communication. Pas t'avoir du sang. Pardon? Non, pas du sang, non. C'est sûr, parce qu'on voit du sang tous les jours. Donc, c'est sûr. Mais ça va, on s'habitue. Mais ça, moi, j'avais déjà lu dans, je sais plus trop où, puis je sais même pas si c'est vrai, mais que c'était un des métiers où est-ce que les gens avaient le plus de taux de suicide. Ça m'a toujours intrigué, ça m'a toujours effectivement. C'est le métier avec le plus haut taux de suicide avec, je pense, les contrôleurs aériens. Le stress. Oui, le stress. Donc, on est comment dire, la médecine dentaire, on travaille dans un milieu très petit. On est dans l'intimité de la personne. On travaille dans un milieu qui est noir, peu illuminé. Donc, c'est sûr qu'on a des lumières, LED, tout ça pour allumer, pour mieux voir. Donc, on est toujours dans le petit, dans le micro. Donc, il y a une différence entre réparer une carie de 1 demi-millimètre de plus. Donc, on est vraiment dans la petite minutie qui peut toujours amener un stress. C'est un milieu qui est peu apprécié. Les gens ne sont pas contents d'aller au dentiste, généralement, ils ont peur.
c'est sûr qu'on est remercié quand on fait des traitements, mais il faut être habitué que même si on va faire le plus beau travail, les patients ne vont pas souvent le voir ou le sentir. Final, ça dépend aussi des dentistes. C'est sûr, quand c'est l'esthétique, c'est apprécié, ils vont le voir, mais quand on répare, ça fait mal. Moi, j'ai été traumatisée de mon orthodontiste. Il m'a arraché une dent. Amélia, là, elle était jeune, elle ne voulait pas y aller. Là. Ah non. Ouais. Je l'aime pas. Mais c'est ça, on travaille avec la douleur. Donc, on travaille avec le stress. Les patients n'aiment pas ça. Donc, tu sens le patient des patients, le stress des patients, donc ça peut passer. Mais ça, il faut avoir la capacité de pouvoir faire comme une genre de carapace, être sensible aux patients sans que ça nous affecte. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Il y a la pression financière aussi. Donc, quand on ouvre des cliniques dentaires, ça coûte maintenant, les équipements. Maintenant, on est rendu, ouvrir une clinique dentaire, on n'est plus dans les centaines de milliers, on est dans les millions. Donc, on commence avec des dettes. Les études en médecine dentaire sont beaucoup plus dispendieuses que n'importe quelle autre. Il y a des bourses, définitivement. Il y a des bourses. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Et les banques vont donner beaucoup d'argent aux étudiants en médecine dentaire pour les aider à payer leurs études. Et il y a des prêts et bourses gouvernementales qui sont donnés aux étudiants en médecine dentaire pour pouvoir faire leurs études. Mais quand tu finis, tu dois commencer à les payer. Donc, c'est un stress financier. Mais ça va très bien. On parle des finances, là. Oui. Tout le monde dit que c'est payant, les dentistes aussi. On vit très bien. On vit très bien. On vit très bien. La médecine dentaire est un bon métier. C'est un métier qui est payant. Alors, c'est sûr que... ça va différer aussi, j'imagine, de si tu as ta propre clinique ou si tu es dentiste à pourcentage. Oui, c'est sûr. Parce que quand on est dentiste à pourcentage, on est payé sur le travail qu'on va faire. Donc, les dentistes à pourcentage vont faire de très bons salaires. Donc, on est dans le top, des salaires. Et un dentiste propriétaire, c'est sûr qu'il va travailler lui. Donc, il va faire son salaire. Plus... il a la clinique, donc s'il a un pourcentage de tout le travail de toutes les autres. Ça devient une business. C'est une business. Il faut être aussi, quand on est dentiste propriétaire, il faut être un businessman. Il faut avoir. Malheureusement, il n'y a pas de cours de finance associé à la médecine dentaire, mais il devrait en avoir. Oui, c'est vrai. Parce que la plupart, éventuellement, ont leur propre clinique. Là, beaucoup de gens. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si c'est la majorité, mais il y en a plusieurs. Donc, il faut savoir gérer au niveau des finances. Il faut savoir gérer des employés, la gestion des employés, des ressources humaines, engager du monde, désengager du monde. Donc, c'est sûr que plus la clinique grandit, plus d'habitude, comme avec moi, j'ai une personne qui est responsable de la gestion des employés. Parce que à la fin de la journée, moi, je veux être celui qui fait des traitements aux patients et pas avoir à gérer. Merci mon Dieu, il n'y a pas des chicanes d'employés ou engager ou faire des remplacements, quelqu'un qui est malade. Donc, c'est une entreprise. C'est une autre job en soi, la gestion d'employés, les finances, le ci, le ça, les équipements renouvelés, commander les bonnes pièces. C'est ça. Tout, c'est gérer une business. C'est ça, mais ça devient que il y a plusieurs personnes et chacun a une tâche. Donc, il faut savoir déléguer, évidemment. C'est ça, justement, parce que moi, quand je vais au dentiste, merci, je touche du bois, mais j'ai jamais eu vraiment de problème dentaire ou rien. Fait quand je vais faire mes nettoyages, là, le dentiste arrive dans la salle, ça dure 5 minutes, il regarde si tout est beau, blablabla, il sort. C'est lui qui enlève mes dents de sagesse aussi, là, mais une journée typique, en tant que dentiste, c'est sûr que... ça a l'air de quoi? Est-ce que c'est vraiment juste, tu te promènes des clients clairs? Ça dépend aussi de qu'est-ce que... OK, donc en général. Une journée normale. Une journée normale. Donc, on a nos patients. Donc, nos patients à nous, on va faire des traitements et réparer des caries, faire des traitements de gencives. Donc, on a nos patients. Donc, j'ai mon horaire de 8h à, disons, 6h, 7h. Donc, ça, c'est mon horaire de mes patients. C'est des longues journées, hein? 8 heures, moi, je travaille beaucoup, mais je travaille sur 4 jours. Donc, je fais plus, mais plus condensé. Mais tu choisis ton horaire. Donc, tu as la liberté de choisir l'horaire que tu veux quand tu travailles pour toi. Parce que tu es un dentiste autonome et même quand tu travailles à pourcentage, donc tu peux quand même choisir ton horaire.
Donc, j'ai mes patients. C'est cool, ça, choisir. Oui. En général, je taquine toujours mes amis médecins. Ouais. Nous, on n'a pas de fin de semaine, on a très peu de soirs et on n'a pas de on-call, c'est-à-dire les médecins quand ils sont sur appel et tout. Donc, on n'a pas ça. Donc, on a une bonne qualité de vie. Donc, j'ai mon horaire à moi. Ensuite, d'habitude, j'ai des hygiénistes qui travaillent. Donc, les hygiénistes, c'est une spécialité, c'est une technique au cégep. Et tu peux faire aussi à l'université, un bac à l'université. Donc, tu finis, tu es hygiéniste. Donc, ce sont ceux qui vont prendre les radiographies, faire les nettoyages, les tétatrages, faire comme un genre de bilan de la santé du patient. Mais les hygiénistes, ce bilan, ce que le patient a besoin doit être vérifié et surveillé par un dentiste. Donc, j'ai 1, 2 et des fois 3 hygiénistes qui travaillent en même temps avec des patients qui sont mes patients, mais qui n'ont pas besoin de traitement, qui sont là juste pour des examens, des nettoyages. On appelle ça des fois des rappels. Donc, c'est ceux qui viennent régulièrement pour faire des nettoyages et des vérifications. Donc, je surveille aussi les autres hygiénistes. Donc, je traite mes patients et avant mon patient ou à la fin de mon traitement de mon patient, je vais aller voir les hygiénistes, faire un peu ce que toi tu disais. Donc, le dentiste vient. J'espère qu'il reste plus que 5 minutes parce que ça ne prend pas 5 minutes pour vérifier une bouche. Parce qu'on ne vérifie pas juste des dents. Donc, on va vérifier les radiographies, vérifier l'état des dents, vérifier l'état des gencives. Il y a plus de procédures, j'imagine, avec les avancées technologiques de dentistes. Là, mais mettons juste pour le cancer de la bouche, moi, c'est quoi, depuis 3 ans maintenant que peut-être qu'ils regardent ça. Moi, ils ont commencé il y a 3 ans. Peut-être que chez ton dentiste. À faire quoi exactement? L'examen pour le cancer de la bouche. Oui, avec une lumière spéciale. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps. Peut-être parce que j'étais trop jeune. Non, mais c'est correct, parce que tu n'étais peut-être pas dans la catégorie à risque. Donc, mais c'est ça ce que je disais, c'est qu'on fait l'examen des tissus. Donc, on vérifie la joue, l'intérieur de la lèvre, la langue, le plancher de la langue. On vérifie l'extérieur, les ganglions du cou, les glandes. Donc, on doit tout vérifier. Ça, c'est notre devoir. On ne doit pas manquer tout ça. Et c'est vrai que ce que tu parles, le test du cancer par la lumière. Au fond, le test principal du cancer, c'est le visuel. Donc, c'est regarder avec nos yeux, voir s'il y a des lésions, des blessures qui ne guérissent pas. Ça, c'est les premiers. Donc, c'est nos yeux. Après, on utilise des suppléments comme des lumières. Avec les petits... Avec des loupes. Donc, c'est sûr. Donc, c'est pour mieux voir. Parce que tout est petit. Donc, pour voir mieux, on a de la lumière pour mieux voir. Et le test de la lumière, c'est pour voir... donc, c'est voir un peu sous le tissu. Donc, on ne voit pas s'il y a un cancer ou non. On va voir s'il y a une anomalie ou non. Donc, on va voir, il y a quelque chose. Alors, ce quelque chose, est-ce que c'est normal? C'est pas normal? Est-ce que je vais le revérifier après? Et si on a un doute, là, on va aller faire une biopsie. Donc, on va prendre un petit morceau, le faire tester. Et là, on va savoir si c'est une lésion. Et ça, c'est le dentiste qui fait ça? C'est le dentiste qui peut faire ça. Ou on va référer aussi des fois en médecine buccale, des spécialistes en médecine buccale, ou des fois aussi chez des cas de chirurgien maxillofacial. Donc, on peut nous le faire, ou des spécialistes, dépendant c'est où, dépendant si c'est simple ou non, ou si on a un doute ou non, et combien le doute est. Donc, on va toujours regarder le profil du patient. Est-ce que c'est quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool? Qui fume? Parce que le tabagisme, c'est une des raisons les plus élevées du cancer de la bouche. Est-ce que ça inclut la vape? Est-ce que ça a le même effet? Oui, c'est de la nicotine. C'est de la nicotine. Il n'y a pas assez d'études faites encore sur la vape. Ce qui va sortir éventuellement, ça va être épouvantable. Je le sais. Mais c'est un irritant. Donc, au fond, pour ce qui augmente le cancer de la bouche, c'est les irritants. Donc, ça inclut le tabagisme, toute forme de tabac, les vapes, cigarettes ou autres drogues. Ça va inclure l'alcool, la consommation d'alcool. Ça inclut aussi, souvent le monde banalise ça, mais les rince-bouches à alcool.
Ouais, donc quelqu'un qui utilise un rince, c'est pour ça que les rince-bouches à alcool, on devrait plus utiliser. Ouais. Mais c'est pas bon? L'alcool n'a pas un besoin dans les rince-bouches. Non, j'ai écouté un podcast là-dessus, puis il parlait de ça, puis ça a des impacts aussi sur tout le microbiome, là, tout Effectivement. dans l'estomac, puis tout ça. Ouais, Là, on s'éloigne du sujet, là, mais c'est intéressant. Non, mais c'est ça. Ouais. Mais la bouche, c'est le premier, c'est l'entrée du système digestif. Donc, ça déstabilise toutes les bactéries, ça assèche la bouche. Donc, l'alcool est un irritant. Alors, quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, qui fume, ben là, c'est deux choses, ça se potentialise. Mais j'ai une question par rapport aux rince-bouches, parce que à mon dentiste, il utilise des rince-bouches. Oui, mais c'est sans alcool. Ah! C'est toujours sans alcool. OK, donc, c'est une autre sorte. OK. C'est une sorte qui n'est pas dangereuse. Il paraît qu'il ne faut pas boire il n'y a pas de danger que si c'est... Toujours, c'est à l'exagération. OK. Ouais. Mais c'est sûr que quelqu'un qui boit de l'alcool, qui utilise des rince-bouches à alcool, qui fume, tout ça, c'est des affaires que tu rajoutes, donc tu augmentes tes chances de cancer. Ça ne veut pas dire qu'on va en avoir, mais c'est que tu augmentes, tu potentialises, comme dit. Et aussi, une autre raison du cancer de la bouche, c'est le virus du VPH. Donc, c'est pour ça qu'on suggère maintenant de faire le vaccin du VPH pour éliminer. Donc, ça fait le cancer de l'utérus chez la femme, mais c'est aussi la raison d'un cancer dans la bouche. Ah, je ne savais pas. Question vraiment random, là, mais tantôt, je t'ai proposé un café, tu t'es dit, je prends un grand verre de café, est-ce que c'est à cause que ça attache les dents? En partie, pas de vin rouge, pas de café. Ouais, donc thé, café, vin rouge. Le thé aussi, ça attache les dents? Le thé, ça touche beaucoup plus, le thé tâche plus que le café. Je savais pas. Oui, la théine, les tannins, c'est-à-dire les colorants à l'intérieur du thé, ça colore beaucoup. Au fond, quand vous faites votre thé dans votre verre en porcelaine blanche, vous allez voir comment il devient tout brun à l'intérieur, et ça reste et ça colle. Donc, le thé, c'est le tabagisme. Donc, le tabac et le thé, c'est pas mal le plus. Ensuite vient le café. Pour moi, c'est des raisons personnelles, c'est pas quelque chose que j'aime. Mais là, on a parlé de tacher les dents. On peut pas parler de tacher les dents sans parler des blanchiments de dents. Est-ce que ça aussi, ça peut être dangereux? Le blanchiment des dents, quand c'est fait selon les règles, il n'y a aucun danger. Mais tu sais, c'est des trucs qui se vendent en pharmacie, là, que les gens achètent. Les effectivement. Crest, 3D White. Ils ne sont pas assez forts, les produits à l'intérieur. Aux États-Unis, ils ont des choses vraiment plus fortes qu'au Canada. Oui. Donc, ça dépend parce que le blanchiment des dents, on utilise le peroxyde. Donc, il y a deux types de peroxyde. Il y a le peroxyde d'hydrogène et le peroxyde de carbamide. Le peroxyde de carbamide, c'est un peroxyde qui agit très lentement. Donc, on doit porter les bandes ou les gouttières pendant plusieurs heures pour blanchir. Donc, il blanchit lentement. Le peroxyde d'hydrogène, il blanchit plus vite, plus rapide. Donc, c'est 20-30 minutes et ça blanchit. C'est celle-là qu'on ferait genre directement en clinique, admettons, puis l'autre, admettons, après les Invisalign, ils font des traitements en blanchissement avec les gouttières. Avec les gouttières. Donc, on peut utiliser soit l'un ou soit l'autre, mais ça dépend de combien de temps on va le porter. Mais le peroxyde d'hydrogène est plus irritant. Mais les deux sont irritants. Les deux, c'est des produits chimiques. C'est du peroxyde. Les deux peuvent irriter. Donc, si c'est fait sous surveillance d'un dentiste ou d'un hygiéniste à la clinique dentaire, il n'y a pas de problème. Alors, mais les produits qu'on trouve en pharmacie ne sont pas assez forts pour vraiment faire du mal. Sauf si on l'utilise tous les jours pendant des mois et des mois. C'est sûr que le peroxyde dérange l'extérieur de l'émail. Puis la gencive, peut-être? Et la gencive, ça irrite et ça peut brûler la gencive. Oui. Quand j'avais fait mon traitement, le lendemain, j'avais mal aux dents. Donc, ça peut faire un peu de l'eau chaude et tout. Oui, parce que ce que ça fait, c'est que le peroxyde va venir ouvrir un peu les pores de l'émail, enlever les protéines de couleur, donc les protéines de la dent elle-même, de coloration, mais aussi toutes les colorations qu'on appelle extrinsèques, donc les colorations qui viennent de l'extérieur, donc le café, le thé, donc ça va enlever toutes les taches. Mais nos dents restent, les pores, comme microscopiquement, les dents restent comme un peu ouvertes pendant quelques jours. Donc si on met de l'air frais, on va le sentir plus. Mais c'est quelque chose qui se referme après. Quand tu as une dent d'adulte qui pousse, moi je me rappelle, j'avais mal aux dents quand mes dents d'adulte qui ont poussé. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est les bonbons que j'ai. Mais c'est bon, il faut manger des bonbons. Moi, je mange des bonbons. C'est tellement bon. Il y a une raison pour se dire bonbon. Exactement. Mais il faut brosser les dents après et faire la soie dentaire. La soie dentaire. Ça y est, on se fait le serment, là. Tu sais que la première fois que je t'ai rencontré, j'avais peur. J'avais peur. Que je te... Parce que, peu importe. Juste la dent? Oui.
Ben, c'est sûr qu'on est dentiste, on regarde. Hein, on peut savoir tout de suite blanchiment, traitement dentaire, gingivite. Oh my God! Le cerveau, il est comme fait différemment. Là. On peut pas regarder indifféremment, c'est ça. J'espère que tu t'es pas dit ça. Je regarde et je dis, c'est parfait. Il dit qu'il jugeait pas tantôt. Il juge sans jugement. Là, ben, je le vois. Il fait juste, il est comme, là, je fais un petit nettoyage. Tu devrais penser à ma clinique. Non, je n'ouvre jamais ce sujet. On a été plus loin que juste le cheminement de la carrière, mais c'est parce que c'est vraiment un sujet intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, on a tous des dents, puis on a tous des expériences chez le dentiste. Fait que on peut en fait, c'est comme le dessous de l'expérience de juste connaître en tant que patient, puis on s'assoit dans la chaise, mais comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre dentiste quand il nous regarde, là, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aurais voulu aborder? Partager avec non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'est sûr que moi, je pense que quelqu'un qui fait... Je dis toujours à mes patients, quand ils viennent les jeunes, je leur dis, faites dentiste, c'est le meilleur métier. C'est sûr que moi, j'aime ça, j'adore ça, je fais ça depuis si longtemps. Je trouve que c'est un très bon choix de carrière. C'est sûr qu'il faut... on ne sait jamais si on aime ça ou non au début, mais on peut... donc moi, je trouve que toute personne devrait... toute personne qui pense aimer ça donc, ne devrait pas hésiter. Et il faut se batailler. Si on n'est pas accepté au début, c'est pas grave. On fait une autre année, c'est pas grave. C'est un message, moi je pense qu'il est super bon puis qui s'adresse à n'importe qui veut faire quelque chose dans la vie. Ne devrait pas s'arrêter à un premier nom. Exactement. J'en ai eu 3, moi. J'ai eu 3 noms et de plusieurs universités. Et j'aurais pu me décourager, mais il ne faut pas lâcher. C'est vraiment, si on veut quelque chose, il faut vraiment travailler avec le but. Exactement. Foncer, travailler fort, bûcher, puis pas accepter, I won't take no for an answer. Exactement. I'm going to get a yes eventually. C'est un beau message. Ça termine très, très bien l'épisode. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. On espère que ça vous a plu. Suivez-nous sur toutes nos plateformes médiatiques, donc Instagram, TikTok, Apple Podcasts, Spotify, sous le nom de Mettons Kip. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci. Merci.